doutez bien que cette émission démarrera par bonne année 2019. Merci encore de démarrer cette nouvelle année avec nous. Merci de nous faire confiance pour les 6 mois à venir, car oui, nous serons encore avec vous pour 6 mois de cette année 2019 et bien sûr toujours avec mon très cher et tendre compagnon. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année à tous. Tout ce qu'on vous souhaite et du plus profond du cœur, c'est la santé et la santé. Alix a dit, on sera avec vous pour 6 mois. Ça, c'est la saison qui va s'achever. Mais chaque fois qu'on aura le plaisir d'être en contact avec la caméra, le micro, on sera vraiment très, très heureux de vous servir, de servir la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire de servir le monde entier. Bienvenue au premier rendez-vous matinal de la matinale la plus in et la plus clean d'Afrique tout court. Merci d'être en notre compagnie. Au sommaire, nous aurons... Au sommaire, bien sûr, de la bonne humeur. Un programme très alléchant pour cette première de l'an 2019. Nous avons essayé de vous concocter un programme assez particulier. Donc, vous aurez des surprises, mais les fondamentaux seront là, évidemment. Régis Kofi pour son premier journal de l'an 2019 et les 3 flashs seront assurés. Nessindri également est de la partie aujourd'hui dans le passe-partout. Elle nous fera en tout cas un point de toutes les personnalités qui ont à cœur de vous souhaiter un joyeux, en tout cas du moins une joyeuse année, une belle année 2019. Alors, et puis on aura aussi dans le volet thématique à discuter avec un revenant en griffe amère qu'on aime beaucoup avoir, Dr Frédéric Zabi, psychothérapeute et coach de vie, qui viendra nous parler de ce qui entoure le nouvel an. Comment s'organiser pour réaliser ses rêves en 2019. Il y a les vœux, il y a la litanie, le dédale des vœux de bonne année. Il y en a qui disent même que l'année, le mois de janvier est le mois de l'hypocrisie. Le 1er janvier est la journée internationale de l'hypocrisie parce que les vœux, on les souhaite du bout des lèvres. Bon, parfois c'est vrai pour certaines personnes, parfois c'est faux aussi. Parfois on a des vœux, on a des choses vraies qui sous-tendent les vœux qu'on formule. On va en parler avec lui généralement et comment aller au-delà. Lui qui est à côté de moi, je vais prendre ses vœux aussi. Bonne année Régis. Bonne année, journal télévisé. Bonne année. Bonne année. On va toujours profiter de votre belle voix et de votre charisme. Vous avez des vœux aussi à formuler, j'imagine. Bonne année, beaucoup de santé. Merci. Je pense que c'est la meilleure des choses qu'on peut souhaiter. On peut souhaiter. Voilà, beaucoup de santé. Et puis après, beaucoup d'argent. Il faut que ça vienne, c'est sûr. C'est sûr. Pour réaliser nos rêves pieux, il faut avoir les moyens, mais il faut au préalable avoir la santé. Mon petit doigt me dit que cette année, on va avoir beaucoup d'argent quand même. On sera riche. D'accord, ça s'annonce bien. Amen, amen, amen. Alors, ils nous sont restés fidèles. Comme on le dit, ils n'ont pas cassé notre cou, 31. C'est nos partenaires de l'ANAGED qui seront encore avec nous aujourd'hui. Et pour le cou? Non, ils ne casseront pas le cou. Ils viennent toujours. Oui, ils sont là. Fidèle avec Monsieur Akichi. Donc, on parlera de comment on a géré ces ordures-là et puis le processus pour l'avenir. Anniversaire aujourd'hui, 1er janvier 2019. Oui, il y a des personnes qui sont nées un 1er janvier. Je sais que c'est subjectif, mesdames et messieurs, mais permettez-le-moi parce que c'est la première. Joyeux anniversaire à mon père, mon géniteur, M. Gouvoyi François, qui fête 1 an de plus aujourd'hui. Et aussi à Alpha Blondy, chanteur de reggae. Lui, par contre, on a l'illustration, pas de papa. Alpha Blondy, chanteur ivoirien, homme d'affaires, on va dire ça comme ça. Icône incommensurable, incontournable de notre pays. Joyeux anniversaire également à M. Kwadjo Simeon Conan, administrateur de société, qui a été candidat indépendant à la présidentielle, à M. Daouda Diabaté, ambassadeur plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire près les États-Unis d'Amérique, Alix. Et toujours au titre des anniversaires, des illustres personnalités de notre pays célèbrent un jour de plus au niveau de l'artistique, ça a été cité, mais au niveau de notre sphère politique, avec à la tête le chef de l'État, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, qui célèbre aujourd'hui 1 an de plus. Joyeux anniversaire, cher président. En tout cas, beaucoup d'années de bonheur et puis la paix partagée pour notre nation. Et on sait que vous êtes un téléspectateur fidèle
des matinales. On sait que vous regardez vraiment énormément RTI, la chaîne de votre pays, et nous sommes très reconnaissants. Nous ferons tout pour que vous soyez fiers lorsque vous rencontrez des gens et que vous leur présentez votre télévision, la télévision de votre pays le matin. C'est notre mission en tout cas. Également, d'autres anniversaires, M. Ali Koulibaly, le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, qui va nous emmener en tout cas à rester à l'intérieur avec Régis Kofi pour son premier flash. Voilà, il est 6h00 et c'est le flash Ivoire. Très heureux de vous présenter ce premier point d'information de l'an 2019. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé dans son message à la nation un programme ambitieux dénommé PSG, Programme social gouvernemental, d'un montant de 727,5 milliards de francs CFA. Ce programme a pour objectif d'améliorer sensiblement la qualité de vie des Ivoiriens. Voici un extrait du discours. Le général de division Lassina Doumbia succède au général Sékou Touré à la tête de l'état-major des armées de Côte d'Ivoire, tandis que le général de brigade Alexandre Apalo Touré remplace le général de division Kwaku Nicolas à la tête de la gendarmerie nationale. Les passations ont été faites en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Le général de corps d'armée Touré Sékou s'en va. Il remet le drapeau de l'État dont il avait la garde le temps de son commandement au ministre d'État. Ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui à son tour va le confier au nouveau chef d'état-major général des armées, le général de division Lassina Doumbia. Je vous remets le drapeau de l'État. Vous en assurerez la garde le temps de votre commandement. En recevant le drapeau de l'État des mains du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, le général de division Lassina Doumbia prend le commandement de l'état-major général de l'armée ivoirienne. Il s'engage à exercer sa nouvelle fonction avec loyauté, non sans avoir rendu hommage à ses prédécesseurs. Tous ceux parmi nous qui ont encore en mémoire l'état de notre armée au 12 avril 2011 peuvent mesurer l'étendue du chemin parcouru sous la houlette des généraux de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko et Touré Sékou, pour la remise en ordre de notre institution. Hommage à eux, il nous faut capitaliser ces acquis et aller plus en avant. Je n'aurai qu'un seul objectif, un seul but, durant mon temps de commandement. Agir pour que nous soyons fiers d'être des soldats et que la nation ivoirienne soit fière de son armée. Le général de division Lassina Doumbia, qui vient de prendre le commandement des armées de Côte d'Ivoire, est le 12e chef d'état-major de l'armée ivoirienne. À la gendarmerie nationale, le général de brigade Alexandre Apalo Touré, promu commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a été installé dans ses nouvelles fonctions. En recevant le drapeau de l'État des mains du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, il devient le 12e commandant supérieur de la gendarmerie nationale. J'entends placer les populations au cœur de nos actions. J'invite à cet effet tous les gendarmes, je dis bien tous les gendarmes, où qu'ils soient, à s'inscrire dans cette vision. Les commandants d'unité doivent prioriser la police de proximité afin de parvenir à une complicité avec la population, mais une complicité saine. Je serai pour cela intransigeant. Prenant désormais le commandement effectif de la gendarmerie nationale, le général de division Alexandre Apalo Touré a présenté son premier salut de commandant supérieur de la gendarmerie nationale au ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Un défilé a clôturé cette cérémonie de passation de commandement. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 6h30 pour le Flash Afrique.
À tout à l'heure, Régis. Et nous allons poursuivre, hein, parce que voilà, c'est un jour de joie, un jour de fête et des anniversaires encore. Nous en avons pour célébrer ce jour. Alors, Madame la ministre du Plan et du Développement, Madame Kaba Nialé, est aujourd'hui aussi célébrée. Elle fête un an de plus. Joyeux anniversaire à vous, Madame la ministre. Monsieur le ministre gouverneur du district d'Abidjan, le gouverneur Robert Begré-Mambé, célèbre aujourd'hui aussi un jour de plus. Et hier, il nous a gratifié. Hein, il était là avec sa présence distinguée pour le feu d'artifice qui a illuminé le ciel d'Abidjan. Voilà. C'est pas tout. On a encore d'autres anniversaires. Monsieur Pascal Afi Nguessan, le président du Front populaire ivoirien. Beaucoup de personnalités pour cette journée, même pour l'heure, sur le conducteur. On va pour le point route, si nous en avons. Voilà. Là, on a l'illustration du président du Front populaire ivoirien. Merci beaucoup, Alix. Nous avons des petits soucis, mesdames et messieurs. Désolé de commencer cette année comme ça. De petits soucis en régie. Mais nous allons faire en sorte que cette émission puisse se poursuivre normalement. Et nous laissons donc la réalisatrice Christelle Akoussa donc gérer la suite de cette émission. On espère arriver à bout de ces soucis. Nous allons commencer avec les artères qui vont s'afficher tout de suite. Nous sommes là à l'échangeur de Marcory. Le temps est très matinal. Vous l'imaginez avec la brume maussade qui est de mise sur l'échangeur. Visiblement, les Ivoiriens ont bien fêté, beaucoup fêté, mais on nous annonce des accidents. Oui, on nous annonce des accidents, notamment à 7e tranche, dans des endroits névralgiques. Il faut faire très, très attention au retour de sortie. Très, très attention, mesdames et messieurs. Les forces de l'ordre sont déployés partout pour que vraiment ce 1er janvier soit sécurisé, Alix. Exactement. Une autre voie va nous accueillir, c'est le pont Général de Gaulle. Voilà, c'est normal, l'affluence y est timide. C'est sûr que la soirée se poursuit jusqu'au petit matin, donc restez prudents. Voilà, on en parlait il y a quelques jours, hier déjà avec notre consultant. Quand on sait qu'on a atteint un niveau d'ébriété assez avancé, il faut rester tranquille, il ne faut pas prendre le volant. Allons doucement, car nous sommes pressés. Il faut retenir surtout les personnes aussi. Et n'oubliez pas qu'on a des gens chers qui nous attendent à la maison. Il faut faire attention, il y a un gros accident au niveau de la 7e tranche. Mais vraiment, ce n'est pas du tout beau à voir. Il faut faire très, très attention en rentrant. Nous, on va continuer, on va essayer de continuer jusqu'à la fin notre conducteur avec, bien sûr, le passe-partout de Nessindri. Avant qu'on termine, soit dit en passant, pour vous rassurer, sur le boulevard Lagunaire, tout va bien. Voilà. Là, ça va. Là, il n'y a pas, sur les principaux axes qu'on vient de voir, il n'y a pas d'accident majeur. Par contre, il y a certains endroits, notamment 7e tranche, le pont Soro, c'est comme ça qu'on l'appelle communément. Il y a un gros accident. Du côté aussi de l'église Vase d'Honneur, il y a un gros attroupement là-bas. Il faut faire très, très attention. On ne le dira jamais assez. La matinale également sert à ça. Attention à la vitesse, hein. Il ne faut pas accélérer de manière. Exactement, c'est ce qui produit les accidents. Surtout, si vous êtes accompagné, quand on aime quelqu'un qui doit prendre la voiture, on retient cette personne-là. Le passe-partout, c'est avec Nessie. Normalement, c'est ce qui devrait suivre maintenant. C'est terminé, elle a laissé place à 2019 et ce matin, le plaisir de vous retrouver est renouvelé. L'équipe de Matin Bonheur, à travers sa rubrique Passe-Partout et la caméra de Cissé Ibrahim est très très heureuse de vous retrouver et a décidé de passer chez ces personnes-là qui travaillent pour vous et qui travaillent surtout d'arrache-pied pour que ce pays, le drapeau orange, blanc, vert, soit toujours au top. Je voudrais, à l'entame de cette année nouvelle 2019, pleine de promesses, formuler à l'endroit de tous les téléspectateurs tous mes vœux de santé. La santé sous toutes ses formes, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit familiale, professionnelle, intellectuelle. Je voudrais également que cette année 2019 soit pour chacun et chacune parsemé de bonheur et surtout de paix pour la Côte d'Ivoire. L'année 2018 vient de s'achever. Elle a été riche en activités politiques au niveau national et international. En outre, les nombreux investissements réalisés par
Le gouvernement, avec l'appui de ses bailleurs institutionnels, mérite d'être relevé. L'occasion s'offre à moi d'exhorter les Ivoiriens à plus d'efforts et de sacrifices pour parvenir à la réconciliation des filles et des fils de ce pays. Je saisis donc ce moment pour présenter au chef de l'État et à son gouvernement, ainsi qu'au peuple de Côte d'Ivoire, mes vœux de santé, de longévité et de prospérité. Je souhaite mes vœux les meilleurs, les vœux de santé, de bonheur, de prospérité à tous les Ivoiriens et à tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Je souhaite que l'année 2019 soit l'année de la véritable réconciliation et du rassemblement autour de la Côte d'Ivoire. Que ce soit une année qui nous apporte assez de paix pour que le président Alassane Ouattara puisse continuer son œuvre de développement qu'il a commencé depuis 2011. Pour 2019, présenter mes vœux au président de la République et à son gouvernement, et aussi à notre ministre des Transports, M. Amadou Koné, qui fait de gros efforts pour que le train des transports puisse aller de l'avant. Je voulais vraiment leur souhaiter beaucoup de santé, surtout, et que 2019 nous permette d'aller plus loin dans nos projets. Je voulais aussi adresser mes vœux à tous les usagers de la route, qui sont un peu nos partenaires, et leur dire que 2019 doit être une année où nous allons continuer à travailler sur les problèmes d'accidents, parce que le ministre l'a dit, ça sera l'année de la sécurité routière, pour qu'il y ait moins, n'est-ce pas, de morts sur nos routes. Bonne heureuse année 2019 à toute la nation, à toute la Côte d'Ivoire, à tous les peuples, à toute la population, et que l'année 2019 soit une année de dépassement de soi. Merci à toute la nation et à toutes les populations, et surtout aux jeunes. Je voudrais les souhaiter bonne et heureuse année 2019, une année de travail, une année de consolidation, une année de reconnaissance pour les bienfaits, tout de la part du président de la République. Je voudrais souhaiter à toute la Côte d'Ivoire, sous la conduite éclairée du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le chef de gouvernement, Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, une année 2019 dans la paix, la sérénité, la cohésion sociale au niveau de toutes les populations ivoiriennes pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Que 2019 nous permette de pouvoir réaliser ce que nous n'avons pas pu réaliser en 2018 et de pouvoir améliorer par le travail notre situation de tous les jours. Qu'on fasse en sorte que l'année 2019 se déroule sans problème. L'année 2019 est comme un passage à l'année 2020 et j'aimerais que tous les Ivoiriens restent en prière et que l'année 2019 se déroule très bien. Et vraiment, tous mes vœux de bonheur à tous les Ivoiriens. Que le Seigneur garde sa main sur le président de la République et le gouvernement pour qu'il continue à travailler d'arrache-pied, à offrir à nos compatriotes des conditions de vie de plus en plus améliorées et des conditions de vie meilleures. Que cette année voit la réalisation des vœux les plus chers à chacun d'entre nous, mais ceci dans la paix et dans la stabilité. Je pense que Matin Bonheur est une émission que nous avons pris l'habitude de regarder. Ça fait partie de notre vie quotidienne. Le matin, vous nous mettez d'aplomb avant qu'on aille au travail avec toutes les informations, les bonnes astuces que vous donnez aux populations. Donc pour cela, je voudrais souhaiter une excellente année à l'ensemble des équipes chargées donc de produire cette belle émission Matin Bonheur.
nous souhaitons beaucoup de prospérité à la Côte d'Ivoire. Nous prions Dieu qui ait l'amour et la concorde entre les fils de Côte d'Ivoire. À l'échelle de ce que nous avions vécu au temps du président fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, nous devons comprendre que ce qui doit intéresser les Ivoiriens aujourd'hui, c'est d'être autour d'un projet unique. La seule chose qui doit marquer l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est que les fils de la Côte d'Ivoire réussissent à se mettre au-dessus de toutes nos divergences, de toutes nos différences, pour l'amour de la nation, l'amour de la patrie. Et ceci aura pour incidence, bien entendu, de fédérer autour des grands projets, des projets novateurs, des projets qui permettront à nos enfants, aux générations futures, de profiter du travail que nous avons abattu. Et tout ceci ne sera possible que par l'amour entre les Ivoiriens, que par la concorde entre les Ivoiriens, que par la fraternité, que par l'hospitalité. Et cette émission qui depuis quelque temps fait vibrer les Ivoiriens, parce qu'on a du plaisir à se réveiller très tôt, vu la qualité et le fond des questions débattues dans cette émission avec des grands hommes comme Marcellin. Nous pensons que les Ivoiriens se sentent bien grâce à vous et que nous avons beaucoup de plaisir à vous suivre. Voilà, eu égard à la qualité de ce que vous faites et surtout la pertinence des sujets qui sont évoqués. C'est tout ceci qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui n'avaient pas l'habitude de regarder la télévision tôt le matin en sont à l'aise à le faire. Parce qu'on est intéressé par les sujets qui sont évoqués. On se lève tôt et on est à l'aise avec vous. On a un réveil agréable. Voilà. Merci et félicitations et bonne année à tout le monde. Mais voilà, bonne année à tous, bonne année Alix, bonne année Marco, bonne année très chers téléspectateurs. Et pour cette nouvelle année, je vous souhaite ce que vous souhaitez que l'on vous souhaite, mais en mieux. Bye bye. Merci du fond du cœur à tous ces téléspectateurs-là pour leurs vœux. Matin Bonheur, depuis sa nouvelle mouture initiée par monsieur le directeur général, est très fier en tant qu'émission d'avoir l'adhésion des Ivoiriens. C'est un travail de longue haleine dont nous bénéficions aujourd'hui encore, initié donc à l'époque par madame Kadi Fadiga, qui est maintenant directrice de RTI2, qui a posé vraiment les jalons d'une émission solide et nous en bénéficions encore aujourd'hui avec bien sûr le travail de tout un chacun sous la houlette bien sûr de monsieur Joseph Andjou, qui est le responsable départemental. Nous serons à votre service encore pour l'année 2019 avec nos moyens et nous ferons en sorte que vous soyez fiers, plus fiers de votre télé le matin, n'est-ce pas Alix? Exactement, toujours fiers de vous servir, de vous réveiller de manière agréable avec des informations utiles qui vous accompagnent tout au long de votre journée. C'est là notre mission. En tout cas, on est encore là pour un bon moment. Et avec joie, bien sûr. Hier, mesdames et messieurs, vous le savez, chaque fois qu'il y a donc le 31 décembre que nous sommes à la fin de l'année, on attend avec impatience le message du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui n'a pas dérogé à la tradition. Nous l'écoutons tout juste après ça. Le programme social du gouvernement, qui sera mis en œuvre dès 2019, abordera toutes les problématiques sociales avec beaucoup plus d'ampleur et de pragmatisme, afin de garantir à tous des résultats immédiats et durables autour des 5 orientations suivantes. Premièrement, fournir aux populations des services de santé de proximité et améliorer la protection sociale. Deuxièmement, renforcer les conditions d'accès et de maintien à l'école des enfants de 6 à 16 ans, notamment les jeunes filles, et améliorer les conditions d'études et de vie des étudiants. Troisièmement, favoriser l'accès des populations au logement, à l'eau potable, à l'énergie, au transport, aux biens de grande consommation. Quatrièmement, accroître l'accès des jeunes ainsi que des femmes, piliers de nos familles et de nos communautés, à des revenus et à un emploi décent et stable. Et cinquièmement, créer les conditions pour le bien-être des populations en milieu rural et assurer la sécurité alimentaire.
Mes chers compatriotes, le gouvernement présentera dès le mois de janvier les détails de ce programme d'un montant global de 727 milliards 500 millions de francs CFA sur 2 ans, qui sera adopté en Conseil des ministres. Mais je peux d'ores et déjà vous annoncer quelques mesures prioritaires. Au niveau de l'énergie, le programme d'électricité pour tous, le PEPT, qui permet, avec un apport initial de 1000 francs CFA, de disposer d'un branchement électrique et d'un abonnement au réseau électrique, sera renforcé pour permettre aux populations à faible revenu d'avoir de l'électricité à domicile. De plus, nos concitoyens abonnés au tarif modéré de 5 ampères connaîtront une baisse de 20% de ce tarif à compter de janvier 2019. En matière d'eau potable, le programme social du gouvernement permettra la réhabilitation de 21 000 pompes hydrauliques à travers tout le pays pour le bénéfice de nos concitoyens vivant en milieu rural. Le renforcement des capacités de production d'eau potable dans les principales capitales régionales, notamment Bouaké et Achevé. Dans le secteur de la santé, après la phase pilote de la couverture maladie universelle, auprès de 150 000 étudiants à travers le pays, la généralisation de la couverture maladie universelle en 2019 sera accompagnée par la construction, la réhabilitation, l'équipement et le rééquipement de près d'une 50aine d'établissements hospitaliers et 600 centres de santé. D'autres mesures prioritaires du programme social du gouvernement concerneront le projet d'autonomisation de la femme, avec une augmentation significative du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire et la poursuite de l'octroi de transferts monétaires de l'ordre de 144 000 francs CFA par an au profit de près de 100 000 ménages parmi les plus démunis, comparé à 35 000 ménages en 2018. Nous allons également accentuer la mise à disposition d'une offre diversifiée et abordable de logements sociaux destinés en priorité aux catégories sociales les plus vulnérables. Toutes ces actions prioritaires pourront être mises en œuvre en raison d'une situation économique et financière remarquable, avec des avancées notables en matière de bonne gouvernance, comme l'attestent les rapports 2018 de la Fondation Mo Ibrahim, du Millennium Challenge Corporation, MCC, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, ainsi que nos performances dans le classement Doing Business 2019. Voilà un message empreint de beaucoup d'espérance, de bonheur partagé pour les populations ivoiriennes. On a pu en tout cas en substance retenir du bonheur partagé encore une fois de plus et de l'aide surtout aux plus démunis. Voilà, c'est tout le mal qu'on puisse souhaiter à notre nation. Beaucoup de paix. Il faut la paix aussi et la stabilité. Merci en tout cas. Et puis, on a souvenance de certaines bonnes dates concernant le 1er janvier, de joyeux événements pour l'Afrique tout court. Par exemple, le 1er janvier 1992, l'Égyptien Boutros Ghali succède au Péruvien Javier Pérez de Koulla au poste de secrétaire général de l'ONU. Et puis, voilà, le 1er janvier 2002, actu très européenne, bien sûr, la France et ses 11 autres partenaires de la zone euro adoptent définitivement la monnaie unique en passant à l'euro 3 ans après
son entrée en vigueur. Alors, on va se faire un petit point en route parce que c'est très important ce premier, savoir ce qui se passe, mais on le dit, on le redit, on nous annonce quelques incidents. Nos forces de l'ordre et de sécurité sont à pied d'œuvre. Elles ont veillé toute la nuit. Vous verrez les reportages de nos principaux journalistes de la rédaction sur le terrain pour montrer que vraiment il y a eu un dispositif, il y a eu les feux d'artifice. Si c'est donc notre monteur s'attelle à ce que nous puissions avoir les images donc, de ces feux d'artifice. Mais avant le point route, on y va. Et Alex. voilà, on constate avec vous également que le matin se fait de plus en plus éclairci, voilà, avec une circulation plutôt moyenne. C'est demi, c'est normal. Les uns et les autres sont en train de rentrer chez eux. Donc toujours prudence, prudence et encore prudence. Autre artère. Haute artère, mesdames et messieurs, pendant qu'il est 6h25 au plateau et à Trècheville, à Abidjan, le pont de Gaulle commence son balai tout doucement, son balai de véhicules, son balai sur l'asphalte. Alors, autre route, mesdames et messieurs, on a le Lagunaire. Boulevard Lagunaire, oui. C'est pratiquement le même tableau, le même schéma que les autres voies que l'on a déjà inspectées. Voilà. Et puis, on va terminer avec le Latry, pourquoi pas? Le Latry, oui, le Latry qui nous annonce que le matin est encore jeune comme celui... Il y a des flèches, il faut faire attention. Sur notre plateau, jeune comme celui qui est sur notre plateau maintenant, le directeur de la communication de la NAGED, avec la jeunesse et le dynamisme de l'équipe de la NAGED, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, sur l'agglomération abidjanaise. Bonne année à vous. Bonne année. Alix. Bonne année. Bonne année. On se verra dans quelques instants, mais pour l'heure, on part pour la météo. Et Régis s'occupe du Flash Afrique. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonsoir et très bonne année à tous pour cette première matinée de 2019. La matinée restera dominée par un temps marqué par de la brume sèche sur les régions du nord. La bande centrale observera en début de matinée de la brume humide. Le temps y sera progressivement ensoleillé avec des sensations d'air sec. Le sud forestier et le littoral observeront localement du brouillard ou de la brume humide en début de période. Le temps sera par la suite nuageux avec des moments de faible pluie en fin de matinée, notamment dans le sud-ouest. Les températures pour la matinée, la maximale affichera 25 degrés. À Abidjan comme à Diaké, 22 degrés dans la ville de Bondoukou, 24 degrés à Boaké comme à Daloa, 25 degrés à Dimbokro. À Gagnoa, il fera 23 degrés, 21 degrés à Korogo, 20 degrés de minimale à Mans, 21 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro, Sassandra Tabou, 24 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, les vents secs de l'Harmattan se renforceront et atteindront le sud forestier. Ainsi, du nord au sud forestier, le temps sera marqué par un temps chaud et sec. Le littoral observera un temps chaud et humide avec la formation de nuages qui y donneront de faibles pluies localisées en fin de période. Les températures pour l'après-midi, on notera à Abidjan ainsi qu'à Diaké 31 degrés. 35 degrés sont observés comme maximale à Bondoukou. 34 degrés à Boaké, Daloa et Dimbokro. 33 degrés à Gagnoa. 35 degrés à Korogo. 31 degrés à Mans. 35 degrés à Odiéné. 31 degrés à San Pedro. 30 degrés de minimale à Sassandra comme à Tabou. 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous et très bonne année. MTN, everywhere you go.
Le point de l'actualité africaine de ce 1er janvier 2019. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Au lendemain de l'élection présidentielle, la République démocratique du Congo est dans l'attente des premiers résultats du scrutin, alors que la tension monte pour savoir qui va succéder au président Joseph Kabila. Internet a été suspendu hier à la mi-journée pour une période indéterminée. Le camp du candidat d'opposition Martin Fayoulou a accusé l'Agence nationale de renseignement d'avoir coupé Internet pour endiguer la diffusion d'une vague de procès-verbaux qui confirme la victoire écrasante du candidat du pouvoir. En proie à des attaques djihadistes récurrentes et meurtrières, le Burkina Faso a décrété lundi l'état d'urgence dans plusieurs provinces. Des dispositions sécuritaires particulières seront également appliquées sur tout le territoire. L'état d'urgence accorde notamment des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui de procéder à des perquisitions à domicile de jour et de nuit. Les forces anti-émeutes soudanaises ont empêché hier, à coups de gaz lacrymogène, des manifestants de se diriger vers le palais présidentiel à Khartoum, au 12e jour de protestation antigouvernementale à travers le Soudan. Le mouvement de contestation a été déclenché par la hausse du prix du pain. Et puis, on termine au Cameroun. Certains habitants de Douala ont fêté la Saint-Sylvestre sans électricité. La coupure a été causée par la section d'un câble électrique souterrain par un jeune creusant un trou pour installer des buts de football sur un terrain vague, selon l'entreprise en charge de la distribution d'électricité. Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité africaine. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous laisse en compagnie de Alix et Marco pour la suite. Merci beaucoup, très cher Régis. On vous retrouve donc tout à l'heure pour le volet international de ces flashs. Christelle Akoussa réalise cette émission avec toute l'équipe là-haut qui fait en sorte que nous ayons une restitution technique des plus adéquates. Encore une fois, bonne année. Bonne année à tous ceux qui bossent dur et qui travaillent sur le terrain. Pour ceux qui appréhendent bien sûr l'intelligence donc du management, comme M. Akichi que nous recevons maintenant de l'ANAGED. Bonjour, bonne année. Bonjour, bonne année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année nouvelle? La culture de la propriété à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Donc, quand cette nouvelle année, les Ivoiriens soient moins, on va dire, salissants et plutôt regardants sur de leur environnement. C'est ça. Alors, bonne année encore à vous et à toute la direction de l'ANAGED pour ce nouvel an. Quel a été, au moins pour les fêtes, le dispositif mis en place? Ben écoute, merci Alice, merci Marco. Les Ivoiriens, surtout ceux d'Abidjan, ont constaté que les grandes rues, les ruelles, les grands attraits étaient très propres. Très propres. Nous remercions encore toutes les femmes, toutes ces dames, les ménages qui ont respecté les sorties des ordures, certains ont bien conditionné les ordures et nous exhortons la population à continuer dans ce sens-là, à rendre Abidjan propre. Voilà. C'était un pari audacieux, on va dire, au début, mais petit à petit, on a vu qu'il y avait une certaine maîtrise sur le terrain. Alix et moi et toute l'équipe, on est allé sur le terrain à plusieurs heures et on a vu vraiment l'effectivité. Les Ivoiriens, dans ce genre de situation, se disent « bon Dieu, pourvu que ça dure ». Mais je crois que c'est une nouvelle politique et ça va durer, ça va perdurer. C'est une politique qui est pérenne, voilà, qui s'adresse à toute la Côte d'Ivoire, c'est vrai. Elle a démarré à Abidjan qui est la capitale. Abidjan doit devenir la perle des lagunes. Et donc, évidemment, vous constatez avec moi que depuis maintenant 2 mois passés, les nouveaux opérateurs d'enlèvement et de collecte des ordures sont à Abidjan. Ils font fière allure à Abidjan avec les engins que vous voyez, avec les ouvrages qui sont vraiment de nouvelle génération. Et donc, nous remercions les populations de nous accompagner dans cette nouvelle dynamique. Alors, vous remerciez les populations. Ce sont les populations qui ont bien sûr adhéré à ce nouveau mode de gestion-là. On va encore insister parce que c'est un travail participatif. Quels sont les conseils qu'on peut encore adresser aux autres qui sont un peu récalcitrants, ceux qui traînent un peu les pas? Alors, ce qu'on va dire, c'est que 2019, plus d'ordures dans les rues. 2019, plus de pots de bananes dans les rues. 2019, ne bouchez plus les caniveaux. 2019, la rue n'est pas une poubelle. Il faut que les Ivoiriens commencent à s'habituer à la culture de la propriété. Et c'est ce qui est important. Nous allons le faire, nous allons le répéter tout le temps pour que les Ivoiriens puissent comprendre que nous sommes embarqués dans un bateau et on ne peut pas faire demi-tour. Nous allons tout droit vers Kigali,
tout doit vers Nairobi. Abidjan doit devenir capitale respectable. Alors, quelles sont les perspectives? C'est-à-dire que là, concrètement, je rappelle aux téléspectateurs qu'il y a une brigade pour ceux qui sont indélicats, et puis c'est interdit formellement de jeter des ordures par la voiture, de verser de l'eau dans les caniveaux, tout ça. Il y a une brigade. La brigade donne des résultats concrets sur le terrain, M. Akichi. Bien sûr, nous avons beaucoup de saisies. Hein. Nous avons plusieurs saisies. Nous avons des gens à qui ont des amendes. Voilà. Mais vous savez, hein, la population a la peau dure. Il y a encore des nuisances un peu partout. Il y a des gens qui occupent les trottoirs. Et c'est le lieu de rappeler que 2019 va être une année de coïncision. Et donc, nous allons passer à une phase répressive. Nous demandons à la population, dans un premier temps, nous sommes dans la phase de sensibilisation. Cette phase-là, elle va continuer, elle ne va pas s'arrêter, mais nous demandons aux Ivoiriens de cultiver la propriété partout, en tout lieu, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Chacun doit être l'ambassadeur de la propriété en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, on a parlé du dispositif pour les ménages, les ordures ménagères à conditionner pour que le ramassage se fasse de manière efficiente. Alors, pour les rues, les streets, comment c'est le dispositif, le balayage, entre-temps, dans les quartiers? Bon, aujourd'hui, il faut que les Ivoiriens comprennent, hein, il y a des syndics dans les quartiers. Il y a des chefs de quartier, il y a des associations de jeunes. Et si ça se fait dans les autres pays, nous pouvons le faire. Il faut que chacun puisse faire corps et âme avec cette nouvelle politique de propriété en Côte d'Ivoire. Vous voyez que l'État de Côte d'Ivoire fait des efforts. Vous voyez, on remarque des engins, des ouvrages, des bacs, des poubelles un peu partout dans les rues. Et c'est bien entretenu. C'est vraiment un exemple que nous donnons à tout le monde. Les rues doivent être balayées. Les premiers samedis de chaque mois, il y a le grand ménage. Ça se fait partout dans tous les pays. Les Ivoiriens doivent sortir ce premier samedi pour nettoyer les devantures de leur maison et surtout déboucher les caniveaux. Voilà. Alors, il y a une stratégie également de récupération, on va dire ça comme ça, en griffe des précollecteurs. Elle sera active quand? Parce qu'on en a parlé hein, tout au long de l'année dernière. Quand est-ce qu'elle sera dans sa phase des plus active hein, pour que les précollecteurs soient vraiment absorbés, entre guillemets, hein, par l'ANAGED? Mais je pense que c'est un processus qui est mis en place. Et petit à petit, on voit de moins en moins les précollecteurs dans les quartiers. Donc, ils sont pris en compte dans cette nouvelle politique. Nous demandons seulement juste un peu de patience à ceux qui ont encore la peau dure, mais bon, tout le monde sera intégré dans cette nouvelle dynamique de gestion des déchets. D'accord, vous avez parlé des syndicats. Là, c'est pour les quartiers vraiment bien organisés. Il y en a même qui sont dans des compétitions où à la fin, on a des récompenses. Mais dans les quartiers qu'on connaît vraiment à Abidjan, dans le Abidjan même là. Downtown. Voilà. Comment ça se passe? Ben, effectivement, ce sont des quartiers qui sont habités par des personnes. Oui. Si les autres arrivent à le faire, vous pouvez le faire aussi. Il s'agit d'avoir une certaine volonté de décider d'être propre. En fait, c'est une décision qui est personnelle, mais elle est aussi collective. Donc, vous vivez dans un quartier, décidez vous-même de rendre votre quartier propre. Ce n'est pas au gouvernement de le faire. L'État de Côte d'Ivoire, dans les moyens, impulse la volonté, mais c'est à chaque Ivoirien de prendre conscience. Donc, je crois que petit à petit, les Ivoiriens eux-mêmes organisent des opérations coup de balai dans leur quartier. Et c'est ce que nous demandons. Monsieur Akichi, à quoi, nous sommes en début d'année, on peut se permettre cette question-là. Ça ressemble à quoi une journée de collecte de déchets à Abidjan? Ça ressemble à quoi? Allez, le circuit, l'état-major, comment ça se passe? Écoutez, il faut dire qu'il y a d'abord que les ménages sortent les ordures. Il y a les camions de ramassage qui récupèrent les ordures à des heures bien précises. Il y a le transfert dans des zones qu'on appelle les zones de transfert, c'est-à-dire que les centres de transfert où les ordures sont gardées et les ordures sont embarquées dans de grands coffres qui les prennent directement pour aller à Koussiouin. Donc aujourd'hui, voici un peu le circuit. À Abidjan, vous verrez qu'il n'y a plus les odeurs. Les odeurs lorsque les camions d'ordures passent. Il n'y a plus le lexivia qui coule partout. Et je crois que c'est pour le bonheur des Ivoiriens. Nous allons directement vers la valorisation des déchets. Et notre vision, c'est vraiment le centre d'enfouissement technique de Koussiouin. Donc à Kouedo, vous verrez plus nos camions aller à Kouedo. Mais les plus hautes autorités viendront ici pour annoncer de façon officielle la fermeture de la décharge d'Akouedo. Pour l'instant, nous sommes dans une nouvelle dynamique, nous sommes dans l'ère de la valorisation des déchets. Et donc, nous ne pouvons pas faire de demi-tour. Nous sommes embarqués dans le même bateau que Kigali, que Nairobi.
Vous avez intégré nos pensées par rapport à Kwedo. C'est sûr, c'est la fermeture, mais on attend vraiment des voies plus autorisées pour pouvoir annoncer la date de fermeture définitive. Très bien, vous avez bien dit. Alors, pour Kosiwan, les environs et pour le reste du territoire ivoirien, quel est le dispositif, le déploiement? Comment ça va se passer? C'est un processus qui est mis en place. Nous commençons d'abord par la capitale, qui est la vitrine de notre pays. Et après la capitale, bien sûr, l'ensemble du pays, l'ensemble du territoire va amorcer le même développement de gestion des déchets. Donc aujourd'hui, les habitants de Kosiwan peuvent dormir en paix. Les habitants, ceux qui sont autour des centres de transfert, peuvent dormir vraiment en paix. Et tout est mis en place pour qu'on n'ait plus des odeurs de ramassage des ordures. Tout est mis en place pour ne plus que les odeurs s'envolent lorsque les camions passent. Vraiment, nous sommes dans l'aide de la valorisation et vraiment sommes embarqués dans une nouvelle dynamique de gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Merci à vous, Monsieur Akichi. Je rappelle que vous êtes une cheville ouvrière de cette nouvelle structure ANAGED qui nous permet bien sûr d'être en sécurité, d'avoir une quiétude, une salubrité, enfin un environnement des plus vraiment rassurants partout dans l'agglomération abidjanaise. Il est 6 heures, passé de 40 minutes, mesdames et messieurs. On va rester dans la spirale de la santé, tout ce qui concourt au bien-être de l'homme, le secteur pharmaceutique face aux défis de l'industrialisation. Vous êtes un Matin Bonheur réalisé par Christelle Akoussa et nous sommes le 1er janvier 2019. Marché Roxy Djamé. Nous sommes en octobre 2017. La destruction des différents points de vente de médicaments de rue annonçait un nouveau départ pour l'industrie pharmaceutique ivoirienne. Un an après, ce marché illégal de médicaments de rue s'est reconstitué, entraînant du coup la désolation et un choc financier pour l'industrie pharmaceutique. Urgence signalée donc. Tous les acteurs du secteur, membres de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, industriels, grossistes et répartiteurs et officines de pharmacie se réunissent ce matin. Un seul point à l'ordre du jour, analyser et mesurer l'ampleur du retour de Roxy. De façon très responsable, nous devons essayer de faire face à ce phénomène de médicaments-là, qui part parce que ça rapporte, pas pour le côté financier et tout ça, mais pour la protection des populations. On a prêté serment pour ça. Et donc, il faut qu'on fasse les efforts pour pouvoir protéger nos populations. C'est une véritable obsession pour l'industrie pharmaceutique. Le phénomène des médicaments de rue représente 30% des ventes de médicaments sur le territoire national. Un manque à gagner qui plombe les chiffres du secteur. Environ 50 milliards de francs CFA de pertes chaque année, dont 5 milliards de francs CFA pour l'État. Les médicaments de rue font partie ainsi des obstacles majeurs au développement d'une industrie locale du médicament en Côte d'Ivoire. L'activité pharmaceutique, c'est le fabricant, le grossiste répartiteur, l'officine de pharmacie et la population. Ça respecte une règle qui est universelle, c'est une règle qui est incontournable. Chaque fois qu'on veut contourner la règle, on s'expose à un certain nombre de dangers parce qu'on n'a plus affaire à des médicaments, on a affaire à du poison. Il est temps que nous passions à la phase répressive. Il est temps que nous passions à la phase répressive. Et phase répressive, non pas seulement pour les tiers, même également pour nous-mêmes pharmaciens, parce qu'il nous revient de sorte que des pharmaciens sont impliqués effectivement dans ce phénomène. Et je pense même que la sanction doit être encore plus grave pour le pharmacien lui-même, qui connaît le médicament, qui sait les dangers donc, des médicaments lorsqu'ils sortent de leur contexte. Depuis 1988, date de création de la première usine de fabrication de médicaments, l'industrie pharmaceutique locale n'a pas connu de réelle évolution. 5 unités industrielles sur 8 existantes en 30 ans sont opérationnelles. Cipharm, Oléa, Lic Pharma, Pharma Ivoire Nouvelle et Laboratoire pharmaceutique de Côte d'Ivoire. Vous voyez ce nombre-là véritablement augmenté, ça aura un impact positif, notamment sur le coût, sur la qualité et sur la disponibilité. Le problème, c'est que est-ce que ces industries-là arrivent à fonctionner comme il se doit? Est-ce qu'ils arrivent à couvrir nos besoins? Pourquoi jusqu'à présent on importe pratiquement tous nos problèmes? C'est ça la question qu'il faut se poser. La course à l'importation massive, elle retarde l'attractivité de l'industrie locale,
Chaque année, c'est environ 96% de la demande nationale qui est importée, tandis qu'au Nigeria et au Ghana, la production couvre respectivement 37 et 30% des besoins locaux en médicaments. Là où la Côte d'Ivoire ne couvre que 4% de ses besoins. Pourtant, le marché du médicament en Côte d'Ivoire est énorme, même si l'industrie pharmaceutique locale recherche encore ses marques. Elle produit près de 250 millions de boîtes de médicaments chaque année pour un peu plus de 300 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Plus de 6500 emplois en jeu et seulement qu'à Abidjan, les remboursements de médicaments appelés également le tiers payant ont dépassé la barre des 90 milliards de francs CFA en 2017. Des chiffres a priori importants, mais en deçà du réel potentiel de l'industrie locale ivoirienne. Après l'aéronautique, c'est l'industrie qui rapporte le plus dans le monde. Donc il est extrêmement important que pour tout pays, qu'on décide, qu'on mette en place des politiques pour rendre l'industrie pharmaceutique comme un secteur stratégique. Les conditions réglementaires, fiscales et douanières représentent un fardeau selon les industriels locaux. Ils déplorent un régime d'exonération complète des droits de douane et la TVA accordée aux médicaments importés, tandis qu'aucune mesure d'exception pour la production locale. Conséquence, les unités industrielles locales fonctionnent à 20% de leur capacité réelle. Elles sollicitent des mesures protectionnistes pour leur survie. Nous avons demandé la fameuse blacklist qui est connue dans toute la CEDEAO. La blacklist, qu'est-ce que c'est? C'est tous les médicaments produits en Côte d'Ivoire devraient être interdits d'importation. Ça, c'est vraiment le premier point qui permettrait aux industries locales d'être boostées. Nos gouvernants doivent faire des efforts pour protéger l'industrie locale, appliquer un peu le protectionnisme, c'est-à-dire faire un peu la préférence nationale. Il faut donner les lois de préférence nationale. La Côte d'Ivoire est en train de mettre la couverture maladie universelle. Où est-ce qu'on va enlever tous ces médicaments si on n'a pas un tissu industriel? On ne va pas encore importer. Vous voyez? Donc c'est pour cela, l'un dans l'autre, le gouvernement a demandé, proposez-nous très vite, à travers, le Premier ministre le disait, une politique nationale d'industrialisation pharmaceutique attractive. Parce que si elle ne l'est pas, les investisseurs vont aller ailleurs. Autre maillon de cette industrie, la distribution, animée par les grossistes répartiteurs. La Côte d'Ivoire en compte 4. Leur rôle, acheter, stocker et distribuer des produits pharmaceutiques auprès des officines de pharmacie. Dans l'approvisionnement du marché, les grossistes et répartiteurs, acteurs incontournables du secteur, font aussi face à des difficultés majeures. Ils se défendent d'être à la base de la cherté des médicaments en officine de pharmacie. Nous avons le prix d'achat qui est fixé par l'État, le prix de vente au public qui est fixé par l'État, le prix, la marge du pharmacien d'officine qui est fixé par l'État, et le reste, c'est à nous de trouver, je dirais, des moyens d'optimiser nos commandes pour pouvoir justement trouver une marge. En général, elle aussi autour de 10-12%. Chaque jour, les grossistes approvisionnent les 805 officines privées de pharmacie sur toute l'étendue du territoire. La nouvelle PSP, elle, approvisionne le secteur public. L'enjeu, c'est la garantie de l'approvisionnement et l'accès aux médicaments. Face à l'importation massive de médicaments et le phénomène de médicaments de rue, les acteurs du secteur pharmaceutique disent avoir le regard tourné vers l'État pour la mise en œuvre d'une politique attractive de l'industrie pharmaceutique. La réussite de la couverture maladie universelle CEMU devrait en dépendre, car 40 à 54% des paniers de soins de la CEMU sont représentés par des médicaments. Alix, c'est oui, enrichissant, c'est bon à savoir un tout élément ça. très très important qui nous permettra assurément d'être plus en alerte sur les produits pharmaceutiques que nous consommons. Voilà. Il faut éviter l'automédication et puis éviter aussi les médicaments de la rue. Toujours se référer à des professionnels, les pharmaciens en l'occurrence. Et pour cette nouvelle année, on commence toujours par souhaiter une bonne santé. Voilà. Une bonne santé. Ça fait partie des vœux de plus de 80% des personnes. On a des personnes à qui souhaiter des vœux. Hein. Je souhaite à vos enfants, à notre famille, tout ça, à tous ceux qui nous regardent de l'extérieur, aux Ivoiriens de l'extérieur. Bonne année également à notre psychothérapeute maison, docteur Zabi, le fils du philosophe Zabi. Donc, bonjour, bonne année, docteur. Bonne heureuse année à vous aussi. Comment ça va? Tout va bien, merci. Alors, tout à l'heure, on va discuter avec vous d'un thème assez intéressant. Comment s'organiser pour réaliser ses rêves en 2019? Au fait, ce qu'on veut dire, qu'est-ce que ça recouvre, le fait de souhaiter bonne année? Puis comment faire pour que cela se traduise en réalité? Mais avant, un petit point en route, mesdames et messieurs, pendant qu'il est 6h49 partout en Abidjan.
Alix, ça vous dit quelque chose, cet échangeur? Oui, celui de Marcory qui démarre du pont HKB jusqu'à Marcory. Donc, pratiquement le même tableau qu'il y a quelques minutes. Lendemain de fête difficile. Je pense que les uns et les autres sont en train de rentrer. Voilà, il faut rester calme ou rester chez des amis où l'on a passé la fête. C'est plus sûr. On va doucement parce qu'on est pressé. Hein. Salutations à Stiou du côté donc de la 9e tranche. Et puis également, on va voir, ça c'est le De Gaulle. Hein. Le De Gaulle, le jour se lève, l'Harmattan. Le brouillard aussi. Le brouillard dissipe donc ces brumes maussades sur Abidjan, tout ça. Mais attention aux éléments de visibilité. Ah, attendez, j'ai le nœud qui est un peu penché, hein, c'est bon. Voilà, je suis beau pour vous, j'espère. Visibilité parfaite. Visibilité parfaite également, c'est que ça aussi dans votre voiture. Et puis, on a le lagunaire au pied de l'immeuble Jake Cano. Donc avec tout va bien. Ce magnifique arbre qui donne sur notre perle des lagunes. La lagune est brillée. Toute propre. Toute propre, et bien propre même. Et puis, le Latry nous appelle, c'est l'un des endroits névralgiques d'Abidjan avec cette grande surface hein, qui brasse du monde hein, lors des fêtes. Parfois, ils sont habillés en complet, tout complet. Tout voilà, complet. En tout complet. Oui, on a failli. On a failli, voilà. Ouais. Ouais, on a failli. Bon, c'est du pain, donc c'est tout complet. On est resté dans le temps. On est resté dans le temps, quoi. L'africanité tournée vers le modernisme. Ça fait du bien, ça, c'est joli. Ça fait du bien, oui. On est bien à l'aise dans nos baskets ou dans nos pagnes. Ou dans nos pagnes. Docteur Zabi, ça va bien? Tout va bien. Alors, un petit bilan de votre année 2018. Positif, parce que j'ai compris beaucoup de choses. Et je souhaite que les gens comprennent beaucoup de choses. C'est pour ça que je suis là. Les gens doivent comprendre quoi? Quoi exactement? Ils doivent comprendre que chaque année, les gens vous feront beaucoup de vœux. On vous dira bonne heureuse année, excellente santé, prospérité, joie, etc. Ils vont vous souhaiter beaucoup de choses. Mais ils doivent comprendre qu'aucun vœu ne pourra changer la vie de qui que ce soit. Ce ne sont pas les vœux qui changent la vie des gens. Ce qui change la vie des gens, c'est la compréhension de la vie. Les gens doivent avoir une compréhension différente de la vie. Et donc, je suis ici ce matin pour prêter quelques astuces pour pouvoir atteindre ces objectifs et ne pas faire en sorte qu'on se retrouve encore en 2020 à refaire le même bilan et à voir que rien n'a progressé dans notre vie, que tout est resté à l'état stationnaire. J'ai un professeur de philosophie, M. Amonsou, que je salue, pour ne pas le nommer, qui disait les vœux. Il dit moi, je ne souhaite pas de vœux, parce que les vœux dépendent de nous. Ça dépend de nous-mêmes, de ce que nous en faisons. On a beau vous souhaiter les vœux les plus mirobolants du monde, si à la base, il n'y a aucune volonté, ça ne fait rien. Vous êtes d'accord? Il est absolument dans le mille. Et là, je suis entièrement d'accord avec lui. Parce que, comme je l'ai déjà dit, aucun vœu ne change la vie de qui que ce soit. C'est notre façon de comprendre la vie, notre façon d'envisager notre avenir, de nous projeter, de nous mettre en action, de composer avec des nouvelles personnes, de changer de direction. Ce sont ces choses-là qui changent notre vie en réalité. Et là, la frontière intervient entre vœux et résolutions. Absolument, absolument. Les vœux, c'est des choses, c'est des souhaits, mais ça peut rester à l'état de souhait et jamais d'action. Donc, il faut qu'il y ait une résolution ferme, accompagnée d'action. Voilà. De l'homme ou de la femme, qui arrive facilement à réaliser ses vœux? Il ne s'attendait pas à cette question. Ouais, non, je ne m'y attendais pas du tout, mais j'observe une chose. Hein. J'observe qu'en Afrique, on a tous des vœux. Tout le monde a des beaux rêves, tout le monde a des objectifs à atteindre, mais très peu de personnes se mettent en œuvre pour la réalisation effective de leurs objectifs. Et femmes comme hommes, on est tous dans le même bateau. Ça, je l'observe. Donc, le débat traditionnel de est-ce que les femmes réalisent mieux, est-ce que les hommes réalisent mieux, moi, j'observe que personne ne réalise mieux, sauf ceux qui ont envie de réaliser. Voilà. Et l'envie vient comment? D'où? Comment ça s'obtient? Ça s'acquiert? Comment cette envie-là? C'est suscité par quoi? C'est dans l'enfance, dans la religion, dans, je ne sais pas, dans quoi? C'est vrai que notre histoire personnelle, la religion, notre éducation, les milieux qu'on fréquente, tout ça, ça influence en fait notre vécu et ça oriente notre vision de la vie. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut avoir une histoire, on peut avoir une façon de penser, et puis cette façon de penser, au cours de notre évolution, peut radicalement évoluer dans une autre direction. Donc, il faut pouvoir marquer une pause. Parce que ce qui est intéressant avec la race humaine, c'est que chaque année, c'est la même eau qui coule, c'est les mêmes vœux, et on se jette dans la nouvelle année sans faire un bilan. Les gens parlent de bilan,
Mais combien de personnes s'asseyent réellement pour voir, est-ce que l'année dernière, j'ai atteint des objectifs? Est-ce qu'au début de l'année dernière, je me suis même fixé des objectifs? Parce que le but de la vie, ce n'est pas de regresser, c'est d'aller de l'avant. Et chaque année, il faut s'asseoir, commencer à analyser son année passée et se fixer de nouveaux objectifs qui feront en sorte qu'à la fin de l'année en cours, qu'on s'asseye et qu'on se dise, par rapport à mon année passée, il y a une plus-value. Il faut que chaque année, il y ait une plus-value. Est-ce qu'il y a des gens qui s'asseyent et qui se fixent des objectifs qui améliorent leur vie? Est-ce qu'il y a des gens qui s'asseyent et qui se projettent dans l'avenir? Donc, il faut premièrement s'asseoir et faire un bilan. Faire un bilan pour plusieurs objectifs. Se comprendre, se connaître. Et pour se connaître, il y a des questions qu'il faut se poser. Connaître ses capacités, détecter ses talents, parce que c'est ce qu'il faut pour que nous allions vers le meilleur. Donc, il faut se poser 3 questions essentiellement. La première question, qu'est-ce que je sais faire? Je n'ai pas dit qu'est-ce que je veux faire. Qu'est-ce que je sais faire? Ça, c'est pratique. Donc, quand vous répondez à cette question, qu'est-ce que je sais faire? La deuxième question à laquelle il faut répondre, c'est qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais faire que les gens apprécient? Donc, il y a des choses en général qu'on fait. Quand c'est vous qui le faites, tout le monde est d'accord sur votre talent. Tout le monde est unanime. On dit, ah, mais qu'est-ce que tu attends pour ouvrir un restaurant? Qu'est-ce que tu attends pour devenir un animateur télé? Qu'est-ce que tu attends pour devenir formateur? Les gens vous disent ça. Quand on est en train de vous dire ça, comprenez que vous êtes en plein dans votre talent. Parfois, on peut vous Exactement. tromper aussi. Il y a du leurre. L'hypocrisie fait partie des choses les mieux partagées. D'ailleurs, on dit que le 1er janvier, c'est le jour de la présentation des vœux, est la journée internationale de l'hypocrisie. Vous êtes d'accord avec? Absolument. Faut pas se leurrer. Non, je n'ignore pas ça, que les gens sont hypocrites. Mais je vous ai dit une chose. Il faut que vous appreniez à vous connaître. Pas que vous appreniez à vous connaître à partir du regard de l'autre, mais à partir de votre propre prisme, à partir de vous-même. Qui est-ce que je suis? Comment est-ce que j'évolue? Comment est-ce que je vois la vie? Donc, quand vous apprenez à vous connaître, vous savez quand on est en train de vous leurrer. Vous savez quand vous faites des choses avec beaucoup de talent. La troisième question que j'étais en train de développer tout à l'heure, c'était que quand vous avez répondu à la première question qui est « qu'est-ce que je sais faire ?» Deuxième question, qu'est-ce que je sais faire et qui ne me fatigue pas? Qu'est-ce que je sais faire qui ne me fatigue pas? Vous pouvez passer 24 heures en train de faire une chose, ça ne vous fatigue pas physiquement, c'est vrai que la fatigue est là, mais vous n'avez pas de lassitude psychologique. C'est la passion, justement. Vous êtes dans un environnement vraiment qui vous permet de transcender. Il n'y a pas des éléments autour qui vous font... Enfin, vous freinent. Même quand ça vous freine, vous avez toujours les ressources pour rebondir. Oui. Parce qu'il y a quelque chose qui est essentiel, qui est la passion, qui est là. Donc, quand vous avez répondu à ces 3 questions, vous apprenez à vous connaître, comme je l'ai dit, c'est-à-dire quelles sont mes limites, quels sont mes handicaps. Il faut que je les identifie clairement et que je puisse apprendre à aller au-delà. Quand je fais cette opération, quand je fais ce bilan-là, deuxième chose à faire, je me fixe des objectifs. Je me fixe des objectifs. Qu'est-ce qu'il faut que pour l'année 2019, je fasse pour qu'au soir du 31 décembre 2019, je dise, je regarde et que je puisse apprécier sans que quelqu'un ait besoin de me le dire. J'ai dit, ah, l'année dernière, je n'avais pas une voiture, j'ai une voiture cette année. Ah, l'année dernière, je n'avais pas une maison, j'ai une maison. Ah, l'année dernière, je n'avais pas un enfant, j'ai un enfant. Ah, l'année dernière, je n'étais pas marié, je suis marié. Ah, l'année dernière, je n'avais pas une paire de chaussures, j'avais 2 paires de chaussures. Aujourd'hui, j'en ai 5. Il faut qu'on ait une plus-value. La vie, vous savez, Marco, vous n'allez jamais plus avoir 10 ans. Ce n'est pas possible. Même si vous le souhaitez. Même si je vous le souhaite, ça ne sera pas possible. Vous serez en train d'aller de l'avant. Et Dieu nous enseigne. C'est une façon de nous dire qu'il ne faut pas qu'on soit dans une sorte de tango avec la vie, où on fait un pas devant, 2 pas en arrière, 3 pas en arrière. Non, ça, ce n'est pas la vie. Il faut aller toujours de l'avant. Et pour aller toujours de l'avant, il faut toujours se fixer des objectifs. Troisième chose à faire, quand on a fini de se fixer des objectifs, il faut s'asseoir et il faut se dire, il n'y a personne sur cette terre qui va réaliser mes objectifs mieux que moi. Il n'y a que moi qui puisse être le porteur de ma vision. Donc, il faut que j'ai confiance en moi et que je sois l'acteur premier de ma vie. Et non pas forcément le spectateur de la vie des autres. Parce que c'est ce que nous savons faire le mieux. Ah bon? Regarder la vie des autres, critiquer, parler d'eux. C'est un temps fou qu'on passe à dire que, excusez-moi, Cristiano Ronaldo est le footballeur le plus riche. Il est plus riche que Messi. Messi est plus riche que lui. Qu'est-ce que moi je gagne à ça? Rien du tout. Le temps que je passe
à penser à ces choses-là, je ferais mieux de les consacrer à quelque chose, à un projet. Ce serait plus bénéfique pour moi. Quand je vais m'asseoir à la fin de l'année 2019, je pourrais me dire tranquillement, ben voilà, j'ai atteint quelque chose. Donc, il faut avoir la foi en soi, la foi en Dieu. Bon, je n'ai pas envie de m'étaler dans ces histoires de foi en Dieu, mais c'est important. Et aucun milliardaire ne l'ignore, aucune personne qui a du succès ne l'ignore. C'est qu'il y a des choses, effectivement, qui dépendent de nous. Il ne faut pas que nous ignorions notre force, que nous ignorions ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Alors, nous allons développer encore davantage ces échanges-là sur les perspectives à avoir, les objectifs à se fixer. Mais pour l'heure, la publicité et Régis Kofi pour le dernier flash. Giga concert Alpha Blondy à Korogo, offert par le Premier ministre. C'est Alpha Blondy. Je serai avec vous le 31 au stade de Korogo, le 1er janvier à Boaké. Avec la participation de DJ Léo, Fadaldé, Abonidal, Claire Bailly, l'unique, Marichal DJ, de Bordeaux les Confas, Michael Abi et Saraka. Infoline 57 80 35 78. Spectacle offert par le Premier ministre. Entrée gratuite. Bonne année 2019 à tous. Nous allons commencer l'année en beauté. On va se laisser. Bienvenue dans l'actualité internationale. 30 enfants russes dont les mères sont emprisonnés en Irak pour appartenance au groupe État islamique EI sont arrivés dimanche à Moscou venant de Bagdad et ont été conduits dans un hôpital moscovite. C'est ce qu'ont annoncé les autorités russes. Les pères de ces enfants âgés de 3 à 10 ans auraient été tués dans les 3 années de combat entre le groupe djihadiste et les troupes irakiennes qui ont chassé fin 2017 l'EI et l'ensemble des centres urbains du pays. Aux Philippines, 2 personnes ont été tuées et environ 35 blessés hier dans l'explosion d'une bombe à l'extérieur d'un centre commercial dans le sud du pays touché par une rébellion islamiste. À la suite de cette explosion, les enquêteurs ont fouillé le centre commercial et découvert un second colis suspect qu'ils ont neutralisé. Depuis qu'il a perdu la vue, Georges Pina, l'ancien champion amateur des poids moyens, montre des enchaînements de boxe à des enfants défavorisés de Lisbonne. Reportage. Georges Pina a été boxeur international avant de devenir aveugle en 2006. Il s'est depuis reconverti en marathonien paralympique. Mais son autre combat, c'est d'aider les enfants des quartiers sensibles de Lisbonne, grâce à des cours de boxe. Moi aussi, j'ai été un jeune des quartiers difficiles. J'étais un jeune à problème durant mon adolescence, notamment à cause de l'alcool et de la drogue. C'est pour cela que je me suis dit que je pouvais utiliser la boxe pour aider ces gamins en m'inspirant de mon histoire et faire d'eux des champions. Pas forcément de la lutte ou dans le combat, mais des champions dans leur vie. C'est dans le quartier Alfredo Ben Saoud, dans le nord de Lisbonne, que Georges donne ses cours. Dans ces bars HLM vivent des centaines de familles d'origine modeste, pour la plupart issues de la communauté tzigane. Le sport sert à unir les gens. Le sport amène de l'amour, de la passion, pose des défis. Cela sert à nous discipliner. Je veux que la boxe soit aussi une manière pour eux de réfléchir et de réussir à atteindre leurs objectifs. Les plus vieux sont âgés de 11 ans, mais la moyenne d'âge tourne autour des 7 ans. Avec application RSP, ils écoutent la leçon de leur mentor aveugle. Depuis 2011, ce sont des dizaines de jeunes à risque qui sont passés entre ses mains. Je peux dire que je suis plus heureux étant aveugle que lorsque je voyais avant. Aujourd'hui, je vois bien, je vois tout ce que je veux faire, tout ce que je souhaite pour moi, pour les autres. Avant d'être aveugle, j'étais égoïste. Je ne valorisais pas des choses simples que je valorise aujourd'hui. En fait, j'ai plus gagné que perdu. Il rêve maintenant d'autres victoires plus personnelles,
marcher entre Fatima et le Vatican et participer aux JO paralympiques de Tokyo en 2020. On termine en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé hier qu'il ne démissionnerait pas en cas d'inculpation dans des affaires de corruption, alors que des élections anticipées sont prévues en avril 2019. Ainsi s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très bonne année à toutes et à tous. Merci beaucoup Régis, très bonne année à vous aussi et puis on est très heureux de vous avoir dans cette équipe de Matin Bonheur. Vous nous gratifiez vraiment de prestations lumineuses. Bon courage à vous et puis vous avez le droit maintenant de profiter de votre famille pour ce premier jour de l'année. Avec Dr Zabi, on va continuer, on va parler donc de ces fameuses résolutions qu'on prend. Là, on va parler maintenant des objectifs. Comment les planifier, un cas pratique, par exemple, pour quelqu'un qui veut se mettre au sport, et puis suivre les traces des devanciers, et puis peut-être, pourquoi pas, terminer avec la notion spirituelle. À vous, docteur. Oui, j'étais tout à l'heure en train de dire que c'est très important de se fixer des objectifs par rapport à ce qu'on a envie de devenir. Il faut avoir une vision prospective. Qu'est-ce que j'ai envie de devenir dans 1 an? Qu'est-ce que je veux devenir dans 10 ans, dans 5 ans? C'est en fonction de cette vision prospective, en général, qu'on se détermine et qu'on fixe des projets bien précis. Donc, quand le projet il est déterminé, ça, c'est ce qu'on appelle les objectifs. Et je disais donc que tout le monde a des objectifs, mais très peu de personnes travaillent à la réalisation effective de leurs objectifs. Du coup, dans la société, on voit des gens qui, 5 ans, 10 ans, ils sont au même niveau. Et ils sont aigris contre ceux qui évoluent. Ils pensent que ce sont ces gens-là qui ont volé en griffe leur chance, alors qu'il n'y a rien. Ces gens qui sont en train d'évoluer ont juste compris qu'il faut, se fixer des objectifs et il faut travailler à la réalisation de ces objectifs-là. Mais il y a des gens, par exemple, qui ont des objectifs qui sont contredits par leur style de vie, par exemple. Quand vous prenez... maman ne me dira pas le contraire. Une dame, par exemple, qui va avoir des mèches, des cheveux humains à 300 000 francs, alors que 300 000 francs, c'est 3 tonnes de ciment. Plus un voyage de sable à Beaunois, par exemple. Donc, quand on a envie de construire une maison, on observe les gens qui construisent une maison. Alors qu'on peut construire une maison rien qu'avec un paquet de mèches humains qui est sur la tête. Mais on ne le sait pas. J'ai dit tous les jours qu'en général, les gens ne mettent pas en relation ce qui leur arrive, ce qu'ils vivent avec leur hygiène de vie, avec leur style de vie. Si on le faisait, on comprendrait qu'il faut faire des sacrifices souvent. Donc, c'est important d'avoir des objectifs et de travailler à la réalisation de ces objectifs. L'Africain n'a pas la culture des objectifs à court, moyen, long terme? Oh, ça, j'observe que ce n'est pas très évident. Ici, nous sommes dans l'immédiateté. Qu'est-ce que je dois manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire? De quoi je vais me vêtir? C'est dû à quoi? C'est peut-être dû à notre culture. C'est peut-être dû aussi aux conditions sociales dans lesquelles on évolue. C'est dû aussi au formatage psychologique. À l'environnement, c'est dû à beaucoup de facteurs, en fait, qui peuvent expliquer le fait que nous soyons dans l'immédiateté. On ne se projette pas. Si vous prenez un exemple, il vous sera difficile de vivre, par exemple, dans un pays comme le Canada ou la Russie et ne pas pouvoir vous projeter. Vous allez être éliminé par les conditions climatiques. Or, ici, vous pouvez vous promener nu. Ça ne vous posera pas de problème. Donc là, vous pouvez dormir à la belle étoile. C'est que vous ne ferez jamais en Russie. Au bout d'une heure, vous allez mourir. Vous prenez un pays africain, une photo d'une ville africaine, je ne vais pas citer, une photo de 1982. Vous revenez en 2018, au même endroit, il n'y a pas eu d'immeuble, c'est la même photo. Sauf peut-être un peu de verdure. Oui, c'est hallucinant. Alors que dans des pays dits développés, par exemple, on planifie à tel point que parfois, il y a du surplace. C'est-à-dire, on a tellement bien planifié que la route, par exemple, n'est pas dégradée. Mais bon, puisqu'il y a l'argent pour ça, ça a été vraiment collecté, tout ça, on est obligé de faire quelque chose. Mais c'est ça. Tout est là. Le constat, il est amer, mais il est réel. Implacable. Il est réel et il s'impose à nous. On peut le critiquer, on peut en dire ce qu'on veut, mais c'est la réalité. On fait des discours, on est tous... On parle. L'Africain, c'est le discours, c'est le verbe. La tradition orale, ça nous fatigue. Mais en même temps, on peut garder aussi cette pointe d'espérance. Et puis notre rôle, c'est un rôle d'éveil. Donc, maintenir les objectifs qu'on devrait se fixer. On a 12 mois, notamment dans l'année. On vient de terminer le mois de décembre. Là, nous sommes en janvier. Quels sont les objectifs que l'on doit se fixer et comment les planifier sur les 12 mois? La planification, c'est quelque chose d'essentiel. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui sont très spirituels et spiritualistes en Afrique, qui aiment bien dire « je laisse tout dans les mains de Dieu ». Mais quand vous laissez tout dans les mains de Dieu, qu'est-ce que vous lui présentez comme sujet de prière? Très bien dit. Moi, je dois planifier des choses, je dois prendre des décisions. Et ce sont mes décisions que je présente à Dieu.
Et je lui dis, Seigneur, agrée mes décisions, viens dans mes décisions et aide-moi à les réaliser. Mais moi, j'ai pris au préalable le soin de planifier. Comme on dit, aux noces de Canaan, il y avait quand même de l'eau. Il y avait de l'eau et c'est l'eau-là qui a été transformée en vin. Il y avait le minimum. Où est votre eau? Où est votre eau? Où est notre eau? Qu'est-ce qu'on a en main? Qu'est-ce qu'on a en main? Avec quoi on vient? Avec quoi on vient? C'est ça la question. Donc, supposons, prenons un exemple. J'ai envie de construire une maison. C'est mon projet d'ici la fin de l'année 2019. Je dis n'importe quoi. J'ai envie de construire une maison, mais je n'ai pas suffisamment d'argent pour construire ma maison tout de suite. Je me dis, OK, jusqu'à la fin du 3e trimestre, il faut au moins que j'ai fini d'acheter le terrain. Donc, mon objectif, c'est de trouver l'argent pour acheter le terrain. Donc, supposons que je vais acheter un terrain, je ne sais pas moi, à Angré-la-Dibi, un terrain peut-être nu qui va me coûter 30 millions ou 20 millions, je dis n'importe quoi. Et puis, j'ai 3 mois pour réunir ces montants-là. C'est exorbitant pour moi, mais il faut que je ne me fixe pas de limites, parce que je suis Dieu, entre griffes, petit Dieu. C'est-à-dire que j'ai des pouvoirs créateurs. Il faut que je me mette en action. Fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc, je me mets en selle, je travaille à la réalisation de cet objectif de 30 millions sur 3 mois, et puis à la fin, je me rends compte que d'ici fin mars, je n'ai que 2 millions. Est-ce qu'il faut que je renonce à mon projet? Je dis non. Je ne suis pas obligé d'avoir un terrain à la Djibi. Avec 2 millions, j'ai peut-être 17 terrains à Monfla, mon village. Donc, je vais acheter 17 terrains à Monfla avec mes 2 millions. Je suis toujours dans mon projet d'acquisition de terrain. Donc, je me dis, j'ai acquis mes terrains en mars, il faut que je commence à construire. Donc, de mars jusqu'à fin juin ou fin juillet, il faut que je réunisse les briques qu'il me faut pour commencer quelque chose. Donc, c'est à ça que je travaille. Et je fais ce que je peux. À la fin, je m'arrête, je fais un bilan, je fais une évaluation. Et puis, c'est comme ça que je vais évoluer. À la fin de l'année, Marco, je vais me rendre compte qu'en début 2019, je n'avais aucune maison. Même si je n'ai pas pu avoir une maison en fin 2019, j'aurais au moins eu un terrain. J'aurais au moins des briques. J'aurais au moins commencé une fondation. Peut-être que je n'aurais pas terminé. Je m'arrêterai à là où je me suis arrêté et je dirai à Dieu, voici mes projets pour l'an 2020. Il faut qu'en l'an 2020, je termine la construction de ma maison. Donc, la planification, elle est essentielle. Il faut que les gens apprennent à se projeter dans l'avenir et qu'ils apprennent à comprendre qu'on n'a pas les choses d'un coup et par miracle. Les choses n'atterrissent pas du ciel comme ça. C'est nous qui devons travailler à l'obtention de tout ce que nous voulons. Figurez-vous que tout ce qui concourt à la réalisation de vos rêves, ça se trouve juste devant vous. Mais devant vous, il y a un mur, c'est le mur de la peur. Et tout ce que vous voulez se trouve juste derrière le mur de la peur. Brisez le mur de la peur et franchissez ce mur-là. Et vous verrez que tout est possible à celui qui croit, en lui-même et en Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout, je dis bien tout. C'est ce que les gens qui réalisent de grandes choses ont compris, qu'ils peuvent tout. Donc, ils ne se fixent pas de limites et ils obtiennent de grandes choses que nous tous, on apprécie. Et soudain, on devient spectateur de leur vie, commentateur de leur vie. Alors que nous pouvons nous mettre en scène. On les accuse d'avoir fait le pacte avec ceci, cela, d'être Illuminati. Ça, on est très fort dans ce genre de causerie-là. On est excellent. Derrière Damier ou bien la Wallet ou bien un verre de bière, on critique la vie des autres. Alors que soi-même, on a en nous des moyens de les dépasser. Absolument, absolument. Et quand vous allez regarder la vie de ces gens-là, ils ont commencé petits. Ce que nous refusons de faire, ils ont commencé petits. Quand vous regardez, je dis ça parce que c'est des grands hommes, c'est des grands noms. Quand vous prenez Didier Drogba, il n'est pas né à Chelsea. Il a commencé dans un petit club en France. Alors, M. Zabi, est-ce que ça dit qu'il ne faudrait pas avoir de grands rêves? Il faut toujours avoir de très grands rêves. Qui ne rêve pas de grandeur ne sera jamais grand. Celui qui ne rêve pas de grandeur ne sera jamais grand. Mais il faut avoir des rêves petit, réalistes. Ça ne veut pas dire qu'il faut rêver petit aussi. Non, 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 non. Quand on rêve petit, on reste petit. L'avantage, c'est de rêver. Plus on rêve, plus on peut quitter la Lune, c'est vrai, mais tomber au moins sur une étoile. Ça, c'est ça. Au moins ça. Au moins ça. Au moins ça. C'est déjà ça. Voilà, quand je disais qu'il faut faire les choses petitement, c'est juste que les grandes choses ne tombent pas du ciel, alors qu'on n'a pas forcément les grandes capacités d'un coup. Donc, il faut toujours commencer quelque part, avec les moyens dont on dispose, avec les ressources dont on dispose, avec les capacités dont on dispose. Et notre première ressource, ce n'est pas l'argent. Les gens croient à tort qu'il nous faut de l'argent. Notre première ressource, c'est notre valeur personnelle. Qu'est-ce que je vaux? C'est ce que je vaux que je peux commencer à vendre. Si j'ai de la force pour pousser un pouce-pouce, je n'ai pas besoin qu'on me donne de l'argent. Je propose mes services.
et on va commencer à rémunérer mes services. Avec mes services, je vais commencer à réaliser mon projet. Mais si j'attends qu'un banquier me finance, il me posera toujours une question. Qu'est-ce que tu as? Alors que j'ai rien. Donc, je veux dire qu'en réalité, si on attend les banquiers, on risque de ne jamais entreprendre. Parce que la banque aussi a ses règles. Le banquier, la banque est une commerçante. Et sa marchandise, c'est l'argent. Elle vend de l'argent. Il ne faut pas qu'on croie que les choses vont... qu'il y a un arbre qui est là et on cueille de l'argent et puis allez, on réalise nos projets. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, il faut que les gens comprennent qu'ils doivent planifier. Il faut que les gens comprennent... Il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent se mettre en action. Qu'ils doivent se mettre en action. Se mettre en action. Les gens oublient toujours ça. J'ai été très amer une fois quand je suis parti à Djamé. Je voyais des jeunes Ivoiriens à 8 h le matin assis dans un bar en train de boire de l'alcool. Pendant que les jeunes Nigérians étaient au travail. Ils étaient en train de vendre des frigos, des appareils électroménagers. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont en train de faire ce qu'ils appellent le show. Mais vous n'allez pas faire le show tout le temps. Vous savez, la vie, elle est structurée en étapes. La première étape, elle est située entre 0 et 25 ans. C'est la période des études, c'est la période de l'apprentissage. Si en ce moment-là, vous devez apprendre tout ce que vous avez à apprendre, ne cherchez pas à travailler, apprenez, ayez des diplômes, le maximum que vous pouvez. À partir de 25 ans, c'est le moment de chercher du travail et de construire sa vie. C'est la période de la construction, de 25 ans à 45 ans. Je ne dis pas que les choses doivent être carrées, que celui qui n'a pas fait telle chose à telle période est raté. Non, c'est juste des canevas que je me fixe pour que les gens comprennent qu'ils doivent faire les choses de façon séquencée et séquentielle. Entre 25 et 45 ans, c'est la période de la construction. Construction de sa famille, construction de sa vie professionnelle, construction de son avenir, etc. Donc, quand vous mettez en branle, vous avez un travail, vous commencez, vous vous dites, je dois me construire. Ce n'est pas la période de folie en ce moment-là, ce n'est pas la période de la jouissance, c'est la période de la construction tous azimuts. Investissement, construction. Et à partir de 45 ans, vous avez vos enfants, vous n'allez pas aller à la retraite avec un enfant de 2 ans, à qui vous devez commencer à chercher, je ne sais pas moi, alors que vous n'avez plus une école, alors que vous n'avez plus les ressources et la force. Voilà. Donc, à partir de 45 ans, de 45 ans à 65 ans, vous êtes dans la période de consolidation. J'ai eu des acquis entre mes 25 et mes 45 ans, il faut que je les consolide. Parce que les tornades, les tempêtes peuvent apparaître dans ma vie. Et si quelque chose flanche, si quelque chose s'écroule, il faut que j'ai des ressources qui sont quelque part cachés, qui peuvent ressurgir pour me soutenir. Une certaine solidité. Voilà. Et donc, en ce moment-là, j'investis, par exemple, dans la construction de maisons, parce que ça, c'est un investissement. Les investissements immobiliers sont des investissements de consolidation. J'investis, par exemple, dans l'acquisition d'un champ, parce que ça, c'est des choses qui sont solides. Et donc, quand j'ai consolidé mes acquis entre mes 45 et mes 65 ans, à partir de 65 ans, je commence la jouissance. En ce moment précis, je prends ma vieille femme. Pardon? Non, ben oui, pardon. Non, mais je serai vieux, donc j'aurai une vieille femme. Pas forcément. Hein. Oui, ça pas forcément, mais moi j'ai dit... Parlons de la consolidation. Oui, laissons affaire les femmes là. Soyons concentrés sur la consolidation. Vous restez vieux, mais bon, c'est pas sûr que ça aille à côté. Bon, ok. Donc à partir de mes 65 ans... La femme est jeune, oui, elle est jeune. Bon, ok. La femme n'a pas d'âge, oui. Je donnerai pas d'âge. Elle est conservée, elle est mûre, je préfère. Le fond du débat, oui. Le fond, c'est qu'à partir de 65 ans, je prends ma femme. Et on fait le tour du monde. On fait le tour du monde, on voyage, on se fait plaisir. Pourquoi? Ah ben bien sûr. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, j'ai les moyens de m'amuser. J'ai les moyens de gaspiller, j'ai les moyens de faire tout. Parce que j'ai déjà consolidé mes acquis. Ce que je serai en train de dépenser à cet âge-là, ce n'est pas le fruit de ma sueur, c'est le fruit de mes investissements. Le bénéfice. Voilà, c'est les bénéfices de mes investissements. Donc, je peux me permettre de bouffer. La cerise sur le gâteau, the cherries on the cake. Thank you very much. Ça, c'est là... coming to Ivory Coast, please. C'est cela tout le sens de la vie. C'est-à-dire qu'on s'amuse de 65 ans au berceau. Jusqu'à la tombe, pardon. De 65 ans à la tombe. Il ne faut pas renverser les choses. Nous, on veut s'amuser en général au moment où on n'en a pas les moyens. Entre 15... C'est ça, mettre la charrue avant les bœufs. Avant les bœufs. Si en ce moment-là, on se croit obligé d'aller arnaquer quelqu'un, d'aller voler, et on s'expose à des maladies, on s'expose à la mort, on s'expose à n'importe quel autre risque. Donc, il faut être raisonnable. C'est vrai, je ne dis pas que c'est à 65 ans qu'on doit commencer à aller dans les boîtes de nuit, etc. Il faut quand même s'amuser un peu. Utile et agréable. Il faut jouer l'utile à l'agréable, mais il faut le faire avec mesure. Tu peux même dans l'amusement, il faut s'amuser utile. Utile et bien. Parce que n'oublions pas
que la plupart des amusements nous conduisent inexorablement vers la mort. Ça, les gens n'ont pas conscience de cela. Quand je bois beaucoup d'alcool, je suis en train de mettre en péril mon foie. Dégrader la santé. Je suis en train de dégrader ma santé. Quand je me soumets à beaucoup de choses dans ma jeunesse, j'en paye le prix et très cash quand j'ai mes 65 ans. À partir de mes 60 ans, je commence à ressentir le poids des ans. Et là, c'est pour ça que je disais qu'il faut avoir une vision prospective. Si moi, mon désir, c'est de vivre à 100 ans, c'est vrai que ça ne dépend pas entièrement de moi. C'est Dieu qui va décider parce que je peux faire tous les efforts et mourir dans un accident. Oui. Donc Dieu détient, c'est vrai, le souffle de vie. Mais j'ai beaucoup d'efforts à faire, moi, pour être en très bonne santé à 65 ans. Regardez, prenez la plupart des pays asiatiques. Les gens là-bas, c'est ceux qui sont jeunes qui sont difficiles à trouver, en fait. La plupart des gens sont l'espérance de vie, voilà. Là-bas vous allez dans les pays de l'Europe du Nord, les gens, ils ont une espérance de vie aujourd'hui. La qualité de vie. Là-bas, on ne parle plus de développer, sous-développer, pas de qualité de vie. Qualité de vie. Parce que les gens, ils ont compris qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent d'eux. Hygiène aussi de vie. Il y a beaucoup de choses qui dépendent d'eux. Un de pays comme nous. la Suède n'est pas un pays riche, mais c'est l'un des pays au monde où il y a la qualité de vie. Absolument. Comparativement aux États-Unis, par exemple, où la jeunesse américaine a tout sauf l'essentiel. Il y a tous les excès là-bas. Tout ça, c'est très important aussi, la qualité de vie. Et c'est subséquent à ce qu'on a comme planification. Et là, on est dans le cœur de ce que vous dites. Il faut planifier. Planifier. Il faut planifier. Bon, parlons de résolution, par exemple, pour être un peu plus léger. Par exemple, une dame, quelqu'un qui décide pour l'année de faire du sport. Par exemple. Comment, concrètement, quand on écoute ce que vous dites, on planifie? Parce que ça implique beaucoup de choses aussi. Absolument. Un exemple. Déjà, il faut que la personne qui a envie de perdre du poids, par exemple, comprenne que il est toujours mieux de ne pas avoir du poids que d'avoir à en perdre. Parce que les gens, on a quelque chose de vraiment ridicule ici, c'est que quand les gens commencent à rentrer dans les problèmes, c'est en ce moment-là que tout le monde les félicite. Ouh, ma chérie, mais tu es devenue belle, tu as pris des kilos. C'est ce qu'on dit. Ouh, mon gars, mais tu as un ventre sous-préfectoral. Waouh, mais ça, tu es en train de devenir, mais ça, tu es en train de faire un carton. Mais ils sont en train de t'encourager vers la tombe. Parce que le ventre sous-préfectoral ne contient que de la bière. Ou la graisse. Ou la graisse. Et ça va te rattraper à très court terme. Donc, il faut qu'on comprenne qu'il est mieux de ne pas prendre du poids que d'avoir à en perdre. Donc, première chose, je ne parle même pas à ceux qui ont envie de perdre du poids d'abord. Je vais m'adresser à ceux qui ne doivent pas en prendre. Il faut que je sache que la prise de poids est problématique sur le long terme pour ma santé. Il faut que je le sache. Donc, chaque matin, moi, quand je me réveille toujours autour de 4 heures du matin pour prier. Quand je finis de prier, direction, je sors, je vais en ville. Je fais une marche, je fais la course à pied, ou alors je reste à la maison, je fais un peu de vélo, et puis je transpire. J'élimine tout ce qui est toxique. Vous avez toujours été comme ça ou bien c'est le fruit d'une résolution? Je n'ai pas toujours été comme ça. Okay. J'ai vécu ma jeunesse comme beaucoup d'autres jeunes. Alors le secret, pour ceux qui nous regardent, le secret, comment tenir quand on prend une résolution? C'est comprendre la vie. Comprendre que ma bonne santé dépend de mon hygiène de vie. D'accord. Quand j'ai compris cela, j'ai éliminé, j'ai mis une croix rouge sur des choses dans ma vie. Ok. Une croix rouge. Faire la part des choses. J'ai mis une croix rouge sur beaucoup de choses dans ma vie parce que j'ai compris à un moment que mon hygiène de vie détermine pas mal de choses dans la réalisation de mes ambitions et de mes objectifs. Donc, quand on a compris cela, on ne cherche pas à perdre du poids, on cherche plutôt à ne pas en gagner. Donc, on est dans des activités qui nous amènent à ne pas en prendre. Comme j'étais en train de dire, faire du sport régulièrement, ne pas trop manger, ne pas manger trop gras, ne pas manger trop sucré, ne pas manger trop salé. Parce que ce que vous affectionnez à un moment finit par devenir votre totem. Merci beaucoup, Dr Frédéric Zabi. C'est un délice de vous écouter. Mesdames et messieurs, je vais demander à tous ceux qui sont dans ce studio-là vraiment de venir, qui ont participé. Anassé, pouvez venir, vraiment enlever, mettez les plans et puis fixez venez. Les caméras, fixez les caméras et puis venez nous rejoindre. Parce que si nous sommes là ce matin, si on surveille, c'est vous. aussi votre... Au-delà des vœux qu'on va voir tout à l'heure en vidéo ou pas, venez. Vous êtes l'équipe du matin. Oui, Madame Dendane, venez. Elle est là depuis 1983. Elle a été décorée il n'y a pas longtemps. C'est une digne femme de la RTI, Monsieur Sadia, qui est à la caméra, mais aussi un chantre de l'Éternel. On a tous ceux-là qui sont là. Ils vont se mettre à nos côtés
Et du fond du cœur, on va vous dire à toutes et à tous, bonne année 2019. Attendez, on sait qu'on est fatigué, mais crions quand même. Allez, on reprend. Et tous ceux qui sont aussi là-haut. On reprend tous en cœur. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Allez, bonne année, bonne année, bonne année. On vous souhaite la santé du fond du cœur. Oui, monsieur Yao qui vient à 10 000 à l'heure, comme d'habitude. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout dans la famille de la matinale. Avec Christelle Akoussa en haut, Soro, Félicité, Cissé, Gerson, tout le monde, tous ceux qui travaillent vraiment avec un cœur blanc, un cœur pur, pour que vous ayez toujours une bonne matinale le matin. Allez, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année. Bonne année, résolution, bonne année, chanteur. Bonne année, bonne année. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Bonne année, 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 bonne année. Bonjour, je suis Diane Tiama, chargée de production à la RTI. J'ai à charge aussi l'émission Matin Bonheur. Alors pour cette année 2019, je vous souhaite beaucoup d'amour dans vos vies, dans vos familles. Bonne chance pour cette année 2019. Je suis Guinoël Tao, opérateur grue à Matin Bonheur. Je vous présente mes vœux de bonheur, succès, santé, et que surtout la paix, et que vive Matin Bonheur. Gabrielle Zani, journaliste à RTI 1 et présentatrice de Instant Vérité. 2019, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de détermination et de réussite dans tous vos projets. Je suis Arsène Sadia, cadreur ici à la RTI. Je voudrais vous souhaiter bonne et heureuse année 2019, que cette année soit favorable à tout le monde. Gratier Luc Axel. Je suis stagiaire assistant de production. Je souhaite mes vœux les meilleurs à toute la Côte d'Ivoire et en particulier à l'équipe de Matin Bonheur. Gaousso Draman, assistant des animateurs sur Matin Bonheur. Bonne et heureuse année 2019. Que Dieu fasse tout ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire et pour nous tous. Bossou Gerson, stagiaire assistant de réalisation. Je souhaite mes meilleurs vœux à toute la production de Matin Bonheur et aussi à la nation. Big up. Yeah.